Merci à tous d'être venus, nombreux ce soir, pour cette 5e expérience de paysage, je crois, ou 6e, je ne sais plus, 5e. Expérience de paysage Nouvelle-Aquitaine, donc au CAUE pour la 2e fois. Donc merci aussi à nous accueillir, évidemment. Merci aussi à l'ENSAP pour toute l'organisation logistique et la captation. Donc ce soir, donc on continue le cycle des expériences de paysage en Nouvelle-Aquitaine, qui est une déclinaison, on va dire, régionale des expériences de paysage portées par la FFP Île-de-France et qui se déploie en région depuis un certain nombre d'années, en PACA, en Loire-Atlantique aussi également, et en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, ce soir, une expérience de paysage autour de la question du littoral aquitain et d'un petit tour d'horizon de 50 ans de pratiques paysagistes. Pour nous, ce qui était important dans cette conférence à plusieurs voix, c'était de retracer cette historique, de redonner une lecture de la façon dont les paysagistes sont intervenus sur cet espace, ce territoire assez particulier, quelles méthodes ils ont mis en place, et puis quel héritage aussi la MIACA a pu laisser dans les pratiques contemporaines. Donc de redresser un peu ce parcours-là. On a pour cela plusieurs intervenants que je laisserai donc Myriam présenter juste après, puis je passe la parole à Elodie Villon pour le mot d'accueil. Merci. Merci Sonia. Oui, avec grand plaisir, nous vous accueillons pour la 2e fois au CAUE. Pour nous, c'est un partenariat que l'on trouve intéressant, important et on a beaucoup de choses à construire parce qu'au CAUE, donc Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, nous sommes une association où nous avons de nombreux paysagistes, architectes, urbanistes, écologues, juristes et c'est aussi une manière de vous montrer qu'on peut exercer de plein de façons différentes ces métiers-là. Donc les expériences de paysage sont l'occasion aussi de parler de tout ça, voilà. Et le CAUE peut vous accueillir avec plaisir comme un lieu pour le paysage. C'est comme ça, en tout cas, qu'on le propose, qu'il y a un endroit où on puisse se retrouver. Il y a l'école, il y a ici et peut-être encore d'autres endroits. Donc, voilà, c'était pour vous dire que c'est avec vraiment le plaisir que nous vous accueillons. Je ne refais pas l'histoire de ce que nous faisons au CAUE, je l'ai fait la dernière fois, avec beaucoup de conseils et de sensibilisation, nous intervenons en gros en amont de ce que fait le secteur privé. Voilà, tout simplement. Je passe la parole du coup. Bonjour à tous, donc Myriam Casamayor, je suis très heureuse de partager ce petit moment avec vous. Comme disait Sonia, pour retracer ces 50 ans, cette histoire, ces 50 années en arrière, mais aussi réfléchir un peu aussi à l'avenir, puisque là on va vraiment se concentrer sur l'émergence de ce métier de paysagiste sur cet espace qui est le littoral aquitain, et on va regarder plus précisément quel a été le rôle, quel a été effectivement le rôle, en quoi les paysagistes ont contribué à l'aménagement, mais aussi à la préservation de cette côte aquitaine. On va s'intéresser à la côte aquitaine, ex-Aquitaine, parce qu'aujourd'hui, on l'appelle littoral Nouvelle-Aquitaine, puisque depuis peu, la Charente-Maritime est arrivée. Mais ce soir, on va s'intéresser de la Pointe de Grave jusqu'au Pays Basque. Donc, pour traiter ce sujet, on a la chance d'avoir parmi nous 3 invités qui, chacun d'eux, a travaillé longuement sur cette question-là de l'évolution de cette côte aquitaine. La première, Marguerite Mercier,
qui, je peux dire, pour moi, la pionnière, on va dire, des paysagistes qui a du coup travaillé sur ce littoral aquitain, puisque elle était au sein de l'équipe de la MIACA, la mission interministérielle pour l'aménagement de la côte aquitaine. Alors, qu'est-ce que c'est cet acronyme? Là, je vois un jeune public, ça paraît peut-être un peu lointain. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus tard. Ensuite, nous avons Monsieur Tournier, Jean-Noël, qui va être, disons, notre trait d'union entre les différentes générations, et du coup, qui est à la fois enseignant à l'ENSOP, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais aussi paysagiste, et également, donc du coup, il a pu parler, il a pu échanger déjà dans les années 80 avec Marguerite Mercier, puisqu'il était au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de différentes opérations sur le littoral. Et puis, il connaît aussi bien la pratique actuelle. Ensuite, Monsieur Rugeron, Maximilien, gérant de l'atelier BKM, qui lui est, disons, l'héritier disons de ce beau métier, de ce travail qui a pu être fait par les paysagistes précédents, mais aussi le producteur et pour les prochaines générations. Donc on est tous finalement l'héritier de quelqu'un, et du coup bon, vous intervenez aussi régulièrement sur le littoral aquitain à travers différentes opérations de maîtrise d'œuvre. Donc, juste pour, je ne serai pas trop longue, pour retracer un peu ce contexte dans lequel va débuter cette conversation entre ces invités. Rappelez donc cette MIACA qui était, parce qu'elle n'existe plus, elle a été créée entre 1967 et 1988. C'est un organisme qui était étatique, hein, et qui était un peu la cadette de la mission du Languedoc-Roussillon, mission Racine. Peut-être que ça vous dit quelque chose. En tout cas, ces deux missions, elles avaient pour principal objectif de lutter contre l'urbanisation anarchique qu'on pouvait voir notamment à cette époque sur la région PACA. Donc l'idée en Aquitaine, c'était bien d'éviter qu'on construise sur les dunes, clairement. Donc, on souhaitait éviter les constructions qui apparaissaient déjà, notamment à Seignos ou bien aussi à Soulac avec le fameux immeuble Le Signal qu'on connaît un petit peu. Et du coup, cette MIACA est venue vraiment lutter contre. Et par sa venue en Aquitaine, elle a eu pour objectif aussi bien donc de lutter contre l'urbanisation, mais aussi d'aménager, de maîtriser finalement cet aménagement pour offrir un accueil touristique convenable à tout un chacun, parce que son objectif c'était bien d'accueillir les visiteurs, mais pour toutes les bourses, puisque on était à l'époque dans un tourisme social. Cette MIACA avait bien réfléchi à proposer différents types d'hébergements touristiques qui allaient du camping aux colonies de vacances, aux villages de vacances, ou bien pour les investisseurs des résidences de tourisme ou encore des résidences secondaires. Donc ça, c'est aussi une particularité de cette MIACA que d'offrir finalement pour le plus grand nombre l'accès à l'océan, l'accès au tourisme. Ah oui, pardon, j'avais oublié je me suis lancée un peu trop vite, pardon. Donc, c'était ce que je voulais dire pour lutter contre l'urbanisation. Donc, vous voyez, c'était un peu pour donner une petite image. Finalement, sur la slide où on voit la France, finalement, il n'y a eu que 2 missions en France qui ont été réalisées sur le Languedoc-Roussillon et sur la côte aquitaine. Ils avaient pensé à d'autres missions, mais elles n'ont jamais existé. Donc, ce que je disais tout à l'heure, oui, c'était donc que cette MIACA, elle avait pour but d'accueillir les touristes pour toutes les bourses.
Et aussi autre chose, concrètement en termes de planification territoriale, elle s'était bien rendue compte qu'il y avait quand même une immense forêt en Gironde et dans les Landes, il s'agissait évidemment de la préserver, que aussi cette préservation permettait peut-être d'en faire aussi une promotion touristique. Alors elle s'est dit pourquoi pas créer une alternance entre des secteurs où on pourrait urbaniser et d'autres où on déciderait de préserver l'environnement. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des UPA, des unités principales d'aménagement, où finalement les stations se sont développées. Elles sont toujours développées à partir d'un noyau existant, puisque la MIACA ne souhaitait pas de se développer en ex nihilo. Et une alternance avec des secteurs d'équilibre naturel, des SEN. Donc comme ça, on voit finalement en blanc les UPA et en vert les secteurs d'équilibre naturel. Et ça permettait finalement, dans ces UPA, donc par exemple Lacanau, de décider de développer tous les équipements, infrastructures, services pour accueillir les touristes, tandis que dans les secteurs d'équilibre naturel, on peut imaginer le Porge. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est finalement pas une station qu'il y a au Porge. Il y a à minima un accès plage via du coup un plan plage que peut-être Marguerite pourra parler un peu plus amplement. Mais il n'y avait pas en tout cas l'idée de développer une station. Pourtant, il y avait un accès plage. Donc ensuite, un autre principe important de la MIACA, c'était ce souhait d'urbaniser en profondeur, en s'appuyant sur le triptyque océan, forêt et lac. Donc une urbanisation en perpendiculaire plutôt que en linéaire le long du littoral. Donc là, c'était aussi une particularité de l'Aquitaine vu qu'on a des lacs en arrière-plan. Ensuite, cette MIACA, elle avait aussi créé entre 67 et 75, on va dire, des bases solides pour sauvegarder le paysage, je pense, et préserver les espaces naturels, puisque elle avait d'entrée de jeu réfléchi à la manière par exemple, il y avait sur la bande côtière l'Office national des forêts qui avait pu faire des travaux importants. Également, éviter le trépisation des étangs et des lacs. Également, elle avait aussi fait en sorte de maintenir l'eau dans les grands lacs par la création de canaux. Et aussi, elle avait souhaité protéger particulièrement les espaces naturels de manière un peu renforcée. Elle avait notamment créé un parc naturel régional, le PNR des Landes de Gascogne, en 1970. Et elle a aussi créé les premières réserves naturelles de cette côte aquitaine, à savoir le banc d'Arguin ou aussi l'étang noir au sud des Landes en 1972. Je crois qu'il y a maintenant, il y en a plusieurs qui se sont succédés, je crois 5 ou 6 qui se sont succédés. Et puis, du coup, elle a aussi, comme je le disais tout à l'heure, permis, grâce à cette préservation des espaces naturels, elle a su aussi en faire une promotion. Par exemple, avec le parc Pereire d'Arcachon, ou bien le parc ornithologique du Tech. On pense aussi à la création de l'écomusée de Marquez. Tout autant de sites qui ont pu mettre en lumière finalement cette préservation de ces espaces. Il y a aussi les 330 kilomètres de pistes cyclables qu'on peut voir sur toute la côte aquitaine. Aujourd'hui, l'héritière, c'est la Vélodyssée. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, c'est plutôt agréable comme piste. On peut même trouver un dépaysement presque pour certains, parce que lorsqu'on y va à vélo, on sent clairement
comme une sorte de nature sauvage qui s'affiche à nous. Et pourtant, ce n'est pas sauvage. Tout cela est bien géré et par une multitude d'acteurs. Et c'est un peu ça qu'on aimerait peut-être entendre aujourd'hui. On va peut-être vous laisser la place. Je vais pas être trop longue. C'est un petit peu comprendre comment finalement ce littoral aquitain a été géré, a été à la fois pour un certain moment aménagé, d'autres parfois préservé. Vous, Marguerite Mercier, peut-être une première question et on peut en même temps tourner. C'est une question que j'aimerais vous poser pour un peu commencer l'échange avec vous. C'est comment finalement, en tant que un peu première paysagiste, quand vous êtes intervenue dans l'Amiaca, comment vous avez pu finalement commencer comment vous avez pu contribuer par votre approche de paysagiste à ces équipes de l'Amiaca, parce que c'est vrai qu'il fallait aussi se faire une place dans cette équipe en tant que femme, en tant qu'aussi autres acteurs qui pouvaient y avoir. Manifestement, c'était plutôt des architectes, plutôt des urbanistes. Donc, comment vous avez pu prendre votre place finalement dans cette Miaca et vous avez pu développer votre approche de paysagiste? Je lance un peu le début. Bon, est-ce que vous m'entendez? Bon, d'abord, je vais vous souhaiter très chaleureusement à chacun et à chacune d'entre vous un bonsoir. Voilà, donc je suis arrivée à l'Amiaca en venant de Ville-Nouvelle et j'étais dans une équipe technique qui était censée mettre en œuvre les programmes d'aménagement de l'Amiaca. Donc ça s'est fait, je veux dire, petit à petit, on ne m'attendait pas tant que ça. Il a fallu que je démontre constamment ce que pouvait amener un paysagiste. À une époque, on n'avait pas d'expérience de travail sur ces secteurs-là et à ces grandes échelles. Donc je vais vous montrer un peu à travers quelques exemples un peu quelle a été l'implication des paysagistes, donc moi, mais les autres personnes avec que j'ai fait travailler, et ça va vous donner une idée de l'ensemble. Donc je vais y aller tout de suite, et comme j'ai un temps très court, je fonce. Donc Myriam a, je dirais, esquissé l'aménagement de la côte aquitaine. Et moi, je vais vous parler succinctement des réalisations paysagères concrètes qui ont été effectuées sur une douzaine d'années lorsque j'ai travaillé dans l'équipe technique de l'Amiaca en tant que paysagiste. Alors, je vais vous dire, on m'entend bien là, parce que j'entends des résonances. C'est loin, très loin, 45, 35 ans. Voilà. Donc, c'est pas évident de replonger dans les archives, dans les souvenirs, et puis de le rendre vivant aujourd'hui. Donc, je vais essayer à travers ce diaporama. Alors, pour être plus lisible, j'ai regroupé les interventions en 4 thèmes, et ça, c'est ma propre classification. Donc, premièrement, mise en valeur des grands sites aux abords des organisations urbaines. Deuxièmement, réponse paysagère lors de l'installation des zones d'hébergement nouvelles. Troisièmement, participation au plan plage et au plan camping. Et quatrièmement, autres interventions. Alors pour chaque thème, comme on a peu de temps, je vais simplement vous balayer pour que vous compreniez un peu ce que ça pouvait être. Je vais développer particulièrement un exemple et j'en effleurerai quelques autres. Comme ça, vous aurez une idée globale de l'aménagement et ça va pouvoir après être là pour nourrir les débats. Donc, premier point. Alors, il faut que j'aille sur mon site. Je fais quoi? J'habite. Hein? Ça, c'est pas moi. Ça. Voilà, j'y suis. Très bien. Donc, mise en valeur des grands sites aux abords des organisations urbaines. Donc, tout d'abord, nous allons nous envoler vers le bassin d'Arcachon. Donc,
le bassin d'Arcachon, eh bien, il est, je dirais, le lieu privilégié de mise en œuvre des ZAD. C'était les zones d'aménagement différées qui avaient été mises immédiatement en œuvre sur la côte aquitaine pour éviter la spéculation foncière. Et donc, ces ZAD, elles ont fait l'objet après, dans les zones les plus fragiles, l'acquisition foncière par le FNAFU, qui est le Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, sur une 50 d'hectares sur le bassin, puisqu'il ne restait que quelques coupures vertes entre l'urbanisation qui débordait partout. Donc, on va aller tout de suite sur le parc Pereire, qui est au sud-ouest d'Arcachon. Donc voilà le site au départ. Donc c'était une dune qui n'était pas en très bon état, et pour cause, parce qu'elle recevait tous les sables l'hiver pendant les tempêtes, qui venaient de la plage qui est juste devant, qui était ensablée parce que c'est une plage artificielle. Donc au-dessus, on avait un bois parc dans lequel il y a des équipements à l'échelle d'Arcachon de loisirs. Donc vous voyez deux routes, une sur le haut qui dessert le littoral et une en bas qui était juste au droit des plages. Donc voilà, l'aménagement qui était prévu par l'architecte en chef de la zone, c'était un parking de 500 places, un parking de 500 places sous la dune qui permettait de desservir et les équipements et la plage, et puis de supprimer, enfin de pas supprimer, de transformer cette route qui longeait la plage en piste cyclable et lieu piétonnier. Donc, on m'a demandé de travailler sur ce... Je peux pas revenir en arrière. On m'a demandé de travailler sur ce lieu. Alors, en tant que bonne paysagiste, j'ai fait une esquisse programme qui faisait un parc d'arrière-plage avec une revalorisation de l'existant. Et les parkings étaient le long des routes. Ils n'étaient plus enterrés sous la dune. Donc, une collaboration très étroite avec la municipalité, avec les services techniques. Et après, lancement d'un concours d'ingénierie, c'était au niveau national. Et c'était un des premiers concours d'ingénierie parce que la loi sur l'ingénierie venait de passer. Donc, c'était un petit peu exemplaire et les équipes ont été rémunérées. Donc, c'est le cabinet API qui a été nommé pour faire ce travail. Et voilà son projet. Alors, je voudrais remonter en arrière. Hop. En arrière. En arrière. Encore. Voilà. Comme ça. Très bien. Donc, ce qu'ils ont proposé, c'était le long de la voie qui était en haut de dune, de tous les parkings. Et puis, en sachant que de toute façon, il n'y aurait jamais assez de parking les jours d'affluence, une descente vers la plage, plusieurs descentes. Et puis après, un pôle ici d'animation avec des toilettes et une buvette, des jeux d'enfants. Et puis là, un mall pour la surveillance de plage. Et des prairies solarium pour faire la liaison entre la promenade, la plage et puis la dune. Et puis le promenoir, et c'était la route et le trottoir qui ont été transformés pour faire un promenoir. Alors sur le sud, ça s'est fait après, plus tard, donc c'est un peu plus étroit comme zone, et ça rejoint le Moulot en bas avec un parking pour les bateaux. Donc vous voyez, quelque chose de très rustique, parking. Les descentes vers la plage, en platelage bois, c'était des traverses de chemin de fer qui sont cernées par des plantations arbustives pour que la dune ne soit pas piétinée. Le pôle d'animation, enfin la buvette, qui descend vers les jeux d'enfants. Donc vous verrez, il y a des mixages de photos du temps qui sont un peu jaunis et brunis, et puis d'autres qui sont plus actuels. Les jeux d'enfants, c'était des squelettes de baleines. Le mall pour la surveillance de plage. Je voyais déjà comment la route qui était en place n'a pas été du tout cassée. On s'est appuyé sur l'existant avec des calpinages de pavés qui font déplacer par endroits avec des jeux des douches.
Bon, après, ils sont intervenus un toboggan d'eau aussi en plus, puis après un skateboard. Et puis même aujourd'hui, on a une piste cyclable qui passe tout le long au pied de dune et qui coupe, on pourrait dire, la plage, l'arrière-plage de son écrin boisé. Et là, vous allez voir, là, sur le bord, on voit, là, il y a des animaux le long du Perret. Ça a été mis en place pour protéger par des brandes pendant l'hiver le parc. Tout le monde disait que ça ne tiendrait pas le coup, parce que tout allait être mis sous les sables et les embruns. Et en fait, ça a bien tenu. Moi, j'ai mal dormi pendant les premières nuits de tempête, mais après, ça a marché. Hop, hop. J'ai un peu de mal à passer là-dessus. Faut que je pousse ça. Donc, voilà, donc ça c'est une fiche technique qui retrace vraiment tout le montage. Je ne vais pas le détailler. Par contre, ce que je vais faire un petit point, parce qu'on va le retrouver après, comme c'est des sables, il a fallu inventer un support spécifique. Donc c'est de la tourbe avec de l'agromousse qui retient l'eau et puis des fertilisants qui sont mélangés au sable. Donc ça c'était une première qui a servi après sur d'autres sites. Donc vite, nous nous envolons sur le Pays Basque. Donc ça c'est la tour qui est avec Bayonne sur la droite. Et donc là, dans cette zone, eh bien, on va retrouver dans ce tissu bâti et qui est comment dire, irrigué par un golfe, on va retrouver des zones de... Hein, c'est quoi là? D'accord. Alors, bon. Voilà, donc là on a des zones qui sont des ersatz de zones, c'était des no man's land tout au long, il y en a à plusieurs endroits, il y en a ici aussi et là. C'est des zones qui ont été réaménagées, un peu dans le style du parc Pereire, puisque le parc Pereire avait fait école. Si vous voulez, ça a été la première opération qui a permis de faire comprendre qu'on pouvait faire des choses sur le littoral. Et après, les chargés de mission qui étaient dans les autres secteurs, bien, ont continué. Donc je passe vite. Donc, vous voyez l'aménagement avec des branches qui permettent de protéger les arbustes du vent et des embruns. Ici, on est sur Île-Baris-Mourisco. Donc c'est au droit de Biarritz, en dessous, il y a le lac de Mourisco qui par un vallon descend vers les plages. Et le projet, ça avait été de faire des liaisons loisirs tout au long de cet espace et puis de réaménager les plages. Là, il y a une étude de Jacques Sgard qui a permis d'aller un peu plus dans le détail dans ce projet. Et alors à ce moment, les équipements lourds qui devaient être faits n'ont pas été faits. Par contre, tous les aménagements de plages ont été réalisés, comme l'ami l'a dit. Ici, il y avait des digues qui ont été cassées pour des ouvertures de plage avec des remodelages de falaises marneuses. Et après, la collectivité a continué à faire des cheminements entre les aménagements. Là, on va tout au fond, hein, c'est sur Hendaye. Donc une zone qui était envasée, parce que la BIDO-SCA en vase, avec recomposition de la baie et recréation d'une île aux oiseaux parce que c'était une zone écologique. Les aménagements portuaires ont été réaménagés ou aménagés avec des hébergements et tout le front de baie a été recomposé avec un boulevard de plage, piétons, cyclistes et voitures. Donc là, c'est l'architecte en chef qui a fait le projet et il a fait travailler une paysagiste pour le paysagement qui était moi à l'époque. Donc là, on passe à un deuxième chapitre, c'est les réponses paysagères lors de l'installation des zones d'hébergement nouvelles. Donc, ces zones d'hébergement nouvelles, on va les retrouver sous forme de ZAC, de zones d'aménagement concertées, dans les UPA, c'est-à-dire dans les unités principales d'aménagement,
et elles vont être greffées soit sur les villages ou soit sur les stations existantes, et chacune a un thème spécifique. Donc là, les interventions paysagères, elles ont été soit en amont, soit en cours de route, soit sur des détails d'arrivée. Donc justement, on va faire encore un envol pour que vous ayez une idée. Donc ici, on va sur Carcan-Maubuisson. Donc par là, vous avez Carcan. Et si vous avez la station de Maubuisson, qui s'est plutôt développée après la Deuxième Guerre et un tourisme assez social, enfin au départ. Et puis ici, la base départementale de loisirs de Bombane. Et entre les deux, la ZAC de Carcan-Maubuisson. Donc elle est à distance du lac, elle se relie au pôle de Maubuisson qu'elle a rénové, reconstruit. Et donc pour ça, cette opération a un caractère social marqué. Ça a été la réalisation des premiers villages de vacances qui bénéficiaient des prêts HLM en France et sur la zone Aquitaine. Et son thème spécifique, c'était l'initiation au sport, le sport pour tous et la santé par le sport. Donc là, on est sur un système dunaire boisé, avant le lac. Et j'ai travaillé en amont du projet avec l'architecte en chef de l'UPA 3. Et j'ai fait un cahier des charges pour une consultation de BET pour une étude qui prenait en compte la dimension paysagère, environnementale et forestière de la zone. Et aussi qui permettrait de tester la capacité du site à recevoir le programme. Donc c'est 6600 lits au départ et justement on a fait baisser vers 6000 lits pour rester dans une ambiance de forêt, habiter en forêt. Donc consultation nationale et c'est le cabinet Santucci Prouvo Eco qui a été retenu. Donc son travail a défini les aptitudes et les contraintes du site. Et ça a conditionné le parti d'aménagement de la ZAC. Et ça a été repris très très finement dans le zonage et puis dans le règlement. Donc en très gros quand même pour vous avez une idée, les zones les plus riches, c'est-à-dire les plateaux, les pentes fortes et les laites, sont protégées en priorité. Donc vous voyez, ça correspond à ces zones-là. Il y a des zones comme ça. Et les pentes faibles, elles vont être réservées pour les constructions d'hébergement. Et en même temps, c'est tout ce qui est ces rayures-là. On préserve au maximum les pins et les quelques feuillus intéressants qui sont là, comme les chênes verts, les chênes et puis les arbousiers. Le système routier, qui dessert toutes les opérations, il s'adapte au relief, il passe dans les vallons ou bien sur les flancs de pente, vous voyez, en douceur. Ce qui ne s'est pas poursuivi par la suite, quand on dessert les lots, des fois on a des zones directement dans la pente. Donc ça induit des recommandations. Vous voyez qu'il y avait même des recommandations pour que la végétation naturelle reparte en préservant. Et donc ça a donné également des recommandations techniques de construction, notamment la construction sur plot, pour ne pas détérioriser les sols qui sont très fragiles. L'habitat bois, c'était le développement de la filière bois, et les regroupements de réseaux dans des tranchées uniques. Et alors vous voyez comment était le terrain après toutes ces attentions. Donc après, l'écosystème spécialisé de la forêt de production de terres maritimes a inspiré la politique végétale, enrichissement en feuillus, par protection, par dégagement, par semis, par plantation, protection par des bordures, des bornes, des clôtures bois, du paillage de sol, des enherbements rustiques qui aident à la végétation spontanée à repartir. Parce que vraiment, dans ces sols-là qui sont très très pauvres, avec un niveau hydrique très faible pendant l'été, ce qui pousse le mieux, c'est la végétation qui a pu se réinstaller d'elle-même. Dès qu'il y a vous voyez, un petit chêne comme ça, il est précieux parce qu'il a mis des années à trouver l'eau qu'il lui fallait pour rester
au milieu de milliers qui sont morts pour arriver à survivre. Donc vous voyez les protections, là le village de vacances est sur la droite, des protections pour protéger la plante, le haut de dune. Et là on a fait une expérience avec l'Office national des forêts, c'est qu'on a fait une éclaircie pour voir ce qui allait se passer, et puis des plantations de feuillus en godet. Vous voyez comment ça pousse sur la plante forte quand on la protège. Là, ce sont les chênes verts, les arbousiers, les chênes qui repoussent avec vigueur. Et alors, pour les points un peu plus, comment dire, d'accueil, ou les parkings, ou les carrefours, il y a eu des plantations horticoles. Et alors, toute la restructuration du front du lac par un mail de pin parasol qui rejoint le pôle de Maubuisson et qui a une histoire difficile parce qu'il a eu du mal à se mettre en place parce que les riverains n'en voulaient pas parce que ça bouchait la vue. Et maintenant, c'est l'un des lieux très très forts de promenade dans cet endroit. Alors, je voulais faire un petit coup d'œil sur la gestion de la forêt. À l'époque, près aux abords des ZAC, si vous voulez, l'Office national des forêts, il gère la forêt par une rotation. Quand la forêt a maturité, il coupe, et ça fait des coupes rases. Mais c'est beaucoup d'hectares. Et près des ZAC, c'est pas terrible. Donc moi, j'ai réussi à discuter avec l'Office des forêts pour qu'on fasse des coupes beaucoup plus modulées. Alors vous voyez, là on a la ZAC, là on a le lac, et ça c'est la zone tampon. Et vous voyez, on fait des coupes, des mini-coupes, qui vont être mises en œuvre sur une trentaine d'années. Et vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire que ça passe très bien. On n'a pas tout d'un coup un grand désert. Et il devait refaire ça sur la base de Bombane, puisqu'il faut gérer un massif forestier qui évolue. Là, on a eu de la chance, les arbres n'étaient pas encore trop vieux. Donc ça, c'est un chemin qui est protégé au-dessus de la dune qui domine le lac. Alors aussi un petit clin d'œil. À l'époque, les maisons, elles étaient assez humbles d'architecture et puis elles s'inséraient dans le massif forestier, c'est ce qu'on voulait, c'était habiter en forêt. Et puis on avait fait relever tous les arbres, on a un maximum d'arbres. Et puis plus tard, eh bien, un coupe rase d'emblée. Et puis les maisons, elles commencent à déborder les parcelles. Et puis aujourd'hui, il y a eu les tempêtes entre-temps. Et puis aujourd'hui, on commence à construire dans les lettes. On va sauter en face, avec notre oiseau privilégié, sur une ZAC qui est près d'Ourtin, c'est plus au nord, sur le lac d'Ourtin-Carcan. Donc là, je vais passer vite, c'est une zone marécageuse, c'est la rive est du lac. Là, il y a eu des creusements dans cette zone marécageuse pour faire un port, puisque le thème, là, c'est le nautisme et l'enfance, qui a permis, par les remblais, de faire des zones sur lesquelles on pouvait construire. Et puis, définition d'une île aux enfants, avec... alors là-dessus, sont intervenus à la fois le cabinet Sauveterre, pour tout ce qui était la partie hydraulique et ce qui était la partie replantation aquatique, et puis le cabinet API, qui a plutôt travaillé sur l'île, et les jeux d'enfants. Donc là, vous voyez, à l'époque, on faisait des jeux d'enfants. On n'avait pas tout fait en Catalogne par sécurité. Donc là, il y a un fort énorme avec des granges, donc c'était... je passe vite. Et là, on va descendre sur Pont-d'Albret. Donc là, c'est un lac artificiel, un lac marin, qui est dans un ancien lieu où il y avait la Dour. Et il y a 2 ZAC qui ont été faites autour de ce lac, et plusieurs opérations, dont celle de Vieux-Boucau. Et là, il y a un mail au centre du développement vers le lac, qui est la canalisation du courant de Messanges. Donc là, l'architecte, qui était Aubert, a travaillé avec Carcenac de Torne pour aménager cette zone. Donc vous voyez, au milieu, il y a le courant de Messanges qui passe. Et là, il y a plusieurs niveaux de promenade, très minéral d'un côté, beaucoup plus souple de l'autre. On va revenir sur la Cano.
Donc là, vous voyez la Cano, la Marina Talaris, le Mouchik, et puis la ZAC, enfin la station et la ZAC. Donc là, la ZAC, eh bien, c'était, vous allez le voir, elle tourne autour d'un golfe. Donc l'habitat est plutôt sur les points hauts, les villages, sur les dunes. Et puis c'est le golfe qui fait paysage, on peut dire. Et ben ça, c'était un peu zone réservée aux architectes de golf. J'ai pas trop mis le nez là-dedans. Voilà. Donc plan plage et plan camping. Alors tout au long de la côte, sur les 200 km de la Gironde et des Landes, eh bien, les plages ont une fréquentation importante au droit des stations touristiques et des principaux accès aux plages surveillées. Donc il y a eu un programme d'aménagement spécifique qui s'appelait Plan Plage, qui privilégiait l'accueil des touristes, la sécurité sous l'aspect incendie et sous l'aspect surveillance de plage, et puis l'environnement. Alors il a été développé sur 15 sites et ensuite il a été prolongé au-delà de la Miaka. Donc c'était Michel Marty, qui était architecte urbaniste, qui était chargé de mission à la Miaka, qui s'occupait de ça, et je l'ai assisté tout au long de ce travail. Donc, où ça se situe? Eh bien, ces accueils de plage, ils sont dans la forêt de production qui est la plus proche du littoral, avec la forêt de protection, qui est souvent très malmenée. La dune, en gros, la dune avec les zoyas qui font tampon, qui font qu'on a un bourrelet dunaire qui est mobile, et puis la partie qui redescend vers l'océan, qui elle est la plus fragile parce qu'elle est érodée par la mer, et puis aussi il y a les sifflements qui sont causés par le piétinement des vacanciers. Donc un cas d'exemple qui a été cité tout à l'heure, on va aller au Porge, donc à 10 km du Porge, sur la plage. Il y avait déjà, on y accède par un chemin départemental, quelques concessions commerciales, un peu bidouilles là, et puis des premiers parkings. Donc c'est là que s'est fait le plan plage. Alors je vous montre qu'à côté, il y a le camping de la Grigne, on en parlera tout à l'heure. Donc ce plan plage, il s'est développé par sur plusieurs années. Donc par des boucles successives pour les voitures, soit au nord, soit au sud. Donc c'est 3100 places de parking avec des aires pique-nique. Et il y a des voies DFCI, c'est la défense incendie, qui permettent de dégager vers le nord et vers le sud au cas où il y aurait des incendies. Et puis une piste cyclable qui descend de la Cano qui va vers l'Èche Cap Ferré, qui traverse la zone, et des chemins piétons qui ramènent vers la zone centrale, ou bien surtout vers les plages. Donc là, il y a une protection forte, parce qu'il ne faut pas que les gens piétinent tous ces espaces fragiles, par des ganivelles, des branches, des filets, et qui aussi protègent les plantations de dunes et les replantations de laites dans la forêt de protection. Donc là, il y a une restructuration de la zone centrale pour que les concessions soient mises en valeur, qui est devenue une zone piétonne, avec un mobilier spécifique, des traitements de sol aussi qui étaient assez fins mais rustiques. Et vous voyez, même les lampadaires ont été créés pour cet espace. Donc là, parking sur écorce de pin, ça c'est le génie de l'ONF d'avoir fait ça. Et puis des bornes bois, des traverses de chemin de fer pour protéger les lieux où les voitures n'ont pas à se situer. Et puis donc tout ça c'est en forêt domaniale, c'est-à-dire que ce sont des forêts qui appartiennent au ministère de l'Agriculture, qui sont gérées par l'Office national des forêts. Donc les gens des forêts sont des gens, je dirais, qui connaissent le végétal, qui connaissent le milieu naturel, on peut discuter avec eux. Donc moi j'ai travaillé pas mal avec eux, notamment sur ce cas d'exemple, j'avais dessiné la partie centrale. Là je voudrais vous montrer un autre cas d'exemple qui est plus complexe. Ça c'est à l'ITEMIX, le Cap de Lomy. Donc là on est sur des terrains qui sont à la fois des propriétés fonciers de l'agriculture et un foncier communal déjà. Là on a un chemin d'accès départemental et on a, on va y revenir,
Donc là, il a été construit une équipe pluridisciplinaire avec l'Office national des forêts, le Bordeaux 3 qui a fait des études phytosociologiques de la végétation dunaire pour savoir d'où en était la dune, comment on pouvait la protéger par des moyens assez souples, assez simples, parce qu'à une époque il y a eu une autre politique. La DDE parce qu'il y a un chemin départemental, un architecte parce qu'il y a un pôle d'animation, et Laurent Van Denberg en tant que paysagiste qui a fait le schéma d'ensemble. Donc vous voyez, on a dédoublé le CD pour en faire un sens unique et permettre une piste cyclable et piétonne sur cette partie-là qui dessert un camping, une zone de camping-car, et après, par ce bouclage, on peut desservir un nouveau camping en forêt, un parking en forêt, des parkings derrière les quelques maisons qui sont là, un pôle d'animation et la plage. Alors il y avait déjà sur la dune un parking. Donc vous voyez des protections pour la forêt sur la dune. Il y a des semis de pins qui ont été faits et puis là des plantations de végétaux arbustifs près des parkings qui étaient proches de l'habitat, et puis tout un remodelage des zones d'accès. Donc là-bas vous voyez on descend vers la forêt et là on monte sur la dune. Donc un mobilier spécifique, encore une fois, et signalité spécifique. Donc un petit clin d'œil pour vous montrer comment on a fait un travail d'unification, de traitement des panneaux de signalisation le long de la côte. Donc on a travaillé avec un architecte et... Hein? C'est là? Je suis... C'est presque bon. Donc des poteaux bois, des rondins de bois avec rainurés, avec des planches amovibles, et puis des chevilles bois. Après, on pouvait mettre des lettrages gravés rechampis, et puis tout ce qu'on avait à lire, tous les panneaux qui étaient de toutes sortes partout. Là, c'est sur les pistes cyclables tout au long de la côte. Et puis, pour le sentier du littoral, un panneau spécifique, pour les réserves naturelles aussi, et dans chaque zone d'aménagement aussi. Donc en 2 mots, le plan camping. Donc il faut que je termine. Donc le plan camping, eh bien c'était de mieux traiter les campings sur la côte aquitaine. Et ben j'ai plus mes feuilles, mais c'est pas grave. Donc pareil, là il y a eu une vingtaine de campings qui ont été aménagés. C'est toujours Michel Marty qui était en charge, je l'ai aidé. Donc voilà un camping qui est celui du Porge. Et là pareil, ce qu'on a voulu à chaque fois, c'était mettre des équipes où il y avait un paysagiste, un bureau VRD et un bureau d'architecte. Et c'est le paysagiste qui faisait le projet. Et c'est ça qui permettait aux paysagistes, je dirais, d'agrandir leur zone d'intervention, et puis aux jeunes paysagistes de l'Aquitaine de commencer à pouvoir se lancer. Donc là, c'est bon, je ne vais pas y aller trop, je vais finir. Donc là, c'est pareil, c'est l'étude de site qui conditionne le parti d'aménagement, parce que les routes passent dans les fonds entre les dunes. Donc des regroupements de caravanes ici, là, un regroupement de parking qui permet aux campeurs d'aller plus ou moins près ou plus ou moins loin, selon qu'ils sont des naturalistes ou pas. Et puis après, les plantations qui sont faites au droit de l'accueil, au droit des sanitaires et des fois autour des regroupements de tentes ou de parking. Donc toujours simplicité au sol. Vous voyez beaucoup de bois, que ce soit dans les jeux, que ce soit dans les bornes de raccordement pour les caravanes, que ce soit dans les parkings. Là, sur Sanguinet, un autre, je vais le montrer simplement comme ça, à distance du lac, encore une fois, où là, vous voyez, c'est quand même pareil. Là, sur le précédent, c'est Carson de Temps qui était intervenu. Là, c'est Bonin et Boubeau. Donc là, il y a plus, c'est dans une lande humide. Donc c'est un peu plus dense, un peu plus mixé entre les tentes et
et les caravanes, et puis de la végétation, notamment pour les lieux d'accès autour des équipements, et puis sur les crasses et autour des emplacements de tentes. Voilà. Merci beaucoup, Madame Mercier, pour ce partage vraiment d'expérience. C'était vraiment pas évident de parcourir 50 ans en arrière, quoi. Donc merci pour ce partage. Je pense que tout le monde a bien pris note. Du coup, ces beaux aménagements qui ont pu être réalisés, cet encadrement aussi qui a pu être fait. On va laisser peut-être la place maintenant à Maximilien et puis à Jean-Noël pour discuter peut-être de la suite qui a pu être fait après la MIACA. J'ai des petites questions comme ça, mais peut-être que vous avez envie de parler spontanément à la suite de Marguerite. Moi, c'est vrai que j'avais une question concernant un petit peu la MIACA. On sait que c'est un peu le pouvoir central qui est venu en Aquitaine et qui a développé sa vision des choses. Alors, bien sûr, les locaux ont pu un petit peu participer, mais bon, ça restait quand même l'État central qui s'est imposé. Aujourd'hui, c'est un contexte tout autre, puisqu'on est clairement dans la décentralisation. Donc, une question que j'ai envie de vous poser peut-être à vous trois, quelles ont été les principales peut-être difficultés de cette centralisation que vous avez pu vivre, Marguerite, et vous, au contraire, est-ce que vous pensez que la décentralisation d'aujourd'hui a pu répondre aux problèmes, aux difficultés de la centralisation d'hier? Donc ça, c'est un peu une question transversale que je vous pose, mais je vous laisse peut-être prendre place, et si l'un d'entre vous a envie d'y répondre, vous pouvez le faire quand vous voulez. Je vais dire deux mots et après tu y vas, parce que je voudrais quand même dire que la mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine n'était pas tout à fait la mission Languedoc-Roussillon, et qu'il y a quand même eu, et je pense que le président Biasini avait cette sensibilité et cette écoute du terrain, il y a quand même eu tout un travail pour travailler au plus près avec les gens du pays. Et notamment, il y a eu beaucoup d'animations en prémisse des schémas de la MIACA, beaucoup d'échanges avec parce que le président Biasini était quelqu'un, je pense, qui aimait beaucoup cette région et qui avait un homme de culture, et il avait envie que le pays adopte un aménagement qui lui convienne. Vous voyez, qui soit à son image aussi. Donc après, il a travaillé assez en finesse. Ce n'est pas des gros constructeurs qui sont venus d'ailleurs. Il y a eu des montages qui étaient faits avec des gens du pays. Par exemple, sur la Cano, c'était les regroupements d'entreprises qui ont travaillé pour la promotion sur les secteurs. Donc je dirais que c'était déjà une transition vers la décentralisation. Et la décentralisation est arrivée en chemin, et justement après il y a eu des contrats de plan qui font que ça a passé tout doucement vers les élus. Voilà, je voulais signaler ça parce que c'est un peu particulier sur la côte. Merci. Y compris, non. Ça ne veut pas marcher. Je n'avais pas lu. Y compris justement en travaillant avec l'ONF, tu en as parlé un peu, mais je vais peut-être approfondir, parce que l'ONF était les gens qui géraient ce territoire, en particulier la dune et la forêt, depuis 1850. Et donc la MIACA, parce qu'on n'a peut-être pas bien expliqué que la MIACA était un organisme qui était le guide, et qui faisait travailler après des gens derrière, des maîtres d'œuvre, des paysagistes, des architectes, et donc qui fixait à la fois les objectifs et le programme. Et après, en dessous, il y avait les petites mains, non mais je veux dire les maîtres d'œuvre, les paysagistes, les architectes qui venaient faire, mais dans un cadre qui avait été posé par la MIACA. Ça,
c'était pas, enfin, c'était un assistant à maître d'ouvrage. Et nous étions les maîtres d'œuvre. Donc on travaillait en gros sur les directives de la MIACA. Et la MIACA a beaucoup discuté, enfin, ce que disait Marguerite. Quand on dit la MIACA comme ça, on a l'impression que c'est quelqu'un. Mais en fait, non, hein, qu'on soit bien clair. C'est un organisme avec des vrais gens, dont Marguerite et d'autres. Et donc Marguerite a beaucoup travaillé avec l'ONF, par exemple, sur la question des plans plages, parce que c'est eux qui savaient. Et en tant que paysagiste concepteur, moi par exemple, mais pas que moi, on a été plein, on a appris une partie de notre travail en travaillant sur un site compliqué, avec des gens qui savaient le gérer, et en inventant des choses que Marguerite a pas mal expliqué déjà. Donc effectivement, c'était ancré dans le local, dans le site. Alors pas dans le local politique obligatoirement, car c'est une autre question. Parce que c'est vrai que la MIACA se mettait au-dessus des communes. Et ça a permis aussi de cadrer les choses et d'éviter les dérives que vous aviez évoquées en introduction. Peut-être qu'on pourrait dire qu'elle se mettait au-dessus des communes. Je crois quand même que cet organisme-là a... Parce que moi j'ai relu un peu tout ça à l'époque, j'étais dedans, je ne voyais pas tout. Mais a mis des moyens très forts pour qu'il n'y ait pas un développement dévergondé sur la côte. Première chose, il y a les secteurs d'équilibre naturel et les UPA déjà, on ne construit pas partout. Déjà dans les UPA, on ne construit pas partout. Et après, il y a eu des ZAD, c'est-à-dire tout un système réglementaire qui a permis de figer pendant une dizaine d'années les sols, parce qu'il y avait des gens qui avaient acquis du foncier sur les côtes et qui étaient prêts à construire. Hein. Et après, donc, des politiques d'acquisition, et surtout, en même temps, on mettait ça dans les documents d'urbanisme. C'est-à-dire que la MIACA intervenait sur toute la mise en œuvre des SDO et des POS, avec l'équipement, avec tous je dirais, les administrations qui s'occupaient de ça. Donc c'est pour dire, et après, quand il s'agissait de mettre en œuvre une opération, c'était la commune ou un syndicat mixte département-commune qui était le maître d'ouvrage. Donc si vous voulez, la mission, elle a initié, elle a mis en œuvre une politique, mais le schéma, par exemple, il n'a jamais été contractuel. Si vous voulez, c'est par la force du travail qui a été fait sur place et tout ce pourtour de mise en œuvre de législatifs, fonciers, etc., que ça a pu se faire. Ce qui est assez exceptionnel. Moi, je me souviens avoir présenté ça dans une zone, un congrès IFLA. Il y avait des gens du monde entier qui me disaient « Mais on ne fait pas ça. » Mais non, on ne fait plus ça, on disait. Non plus, on ne fait plus. Hein. Non, mais si je peux me permettre de poser une question, c'est Rémi Berkowitz. Je n'ai pas pu être là, je suis désolé. Je vous prie de m'excuser. Mais ce qui m'a beaucoup... La voix de Dieu qui arrive. Ouais, je suis désolé, ça peut paraître bizarre, excusez-moi. Je vous prie encore de m'excuser de ne pas être avec vous. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était la cohérence en fait entre les échelles d'intervention. C'est ce que, à mon avis, enfin c'est ce que je retiens en partie de l'intervention de Marguerite. Et finalement, une des questions que je me pose, c'est comment cette cohérence entre finalement la planification jusqu'à des interventions très précises, jusqu'à même des expérimentations. Ça, c'est quelque chose vraiment que je ne connaissais pas, le côté expérimental de la chose, inventer des nouveaux sols, faire des expérimentations avec l'ONF. Dans quelle mesure, Maximilien et Jean-Noël, vous êtes arrivés après, hein, dans quelle mesure? Non, moi j'ai travaillé avec la MIACA. Oui, alors, très bien. Moi, je n'ai pas fait les 50 ans dont on a parlé, mais j'ai fait les 40. D'accord. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler sur les plans plage avec Marguerite et avec Marty. Et moi, effectivement, j'étais au bout de la chaîne pour mettre en œuvre les orientations de la MIACA. Et effectivement, c'est là où on a inventé. C'est ce que je vais raconter rapidement, là, d'ailleurs. Mais effectivement, on a inventé des tas de choses en termes de paysage et en termes de profession. On a appris à travailler sur le site, avec le site. On a appris à faire des projets qui n'étaient pas des projets objets, mais des projets usage. En gros, la question, c'était l'usage et la préservation du milieu. C'était pas l'objet esthétique, honnêtement, on s'en foutait, mais on a inventé une esthétique, certes. La signalétique dont parlait Marguerite est une esthétique de la Côte-Aquitaine aujourd'hui.
c'est un repérage, etc. Il n'y avait pas de fabricants de mobilier comme aujourd'hui qui proposaient des panneaux, des trucs, des machins. Les jeux que Happy a construits à Ourtin, ça n'existait pas dans les catalogues. Et donc on a inventé des tas de choses qui aujourd'hui semblent un peu banales. Et y compris la question du développement durable, mais je vais en parler rapidement. Ça répond à ta question, Rémi. Tu es avec nous, toujours? Sur ton nuage, là-haut? J'en profite, comme ça, comme j'ai la parole, je continue. Puis tu m'interromps. Moi, je vais dire deux choses. Évidemment, j'ai travaillé sur les plans plages que Marguerite a évoquées. C'est la question de... Allô? C'est la question du site. Je disais tout à l'heure, on n'a pas des projets objets, mais des projets qui avaient une raison d'être. Parce que le gros enjeu sur les plans plages, qui n'a peut-être pas été précisé, c'est que la dune que vous voyez là et la forêt, tout ça, c'est totalement artificiel. C'est construit pratiquement en 1850 ou à peu près. Et depuis, c'est entretenu tous les jours, parce qu'on a face à ça l'océan, l'érosion marine et l'érosion éolienne. Et dès qu'on arrête d'entretenir, ça repart et ça redevient sauvage et ça redevient la dune du Pilat. Je caricature, mais à peine. La question, je vais me lever pour qu'on voit mieux. La question, ça c'est Ourtin-Plage. Ce qui s'est passé, c'est que les années 40, la dune n'avait pas été entretenue pendant toute la guerre, on avait autre chose à faire. On avait très peu de développement urbain. Là, vous avez un petit lotissement à Ourtin-Plage qui était le lotissement des années 30, qui avait été créé pendant le Front populaire pour faire un petit peu de tourisme social, mais il n'y avait pas grand-chose. Et tout ça, ça fonctionnait à peu près finalement. Il n'y avait pas d'enjeu. Par contre, les 30 Glorieuses, le développement du tourisme, la voiture, alors on voit peut-être pas bien parce que vous êtes loin, mais là vous avez des voitures partout sur la dune, dans la forêt, presque jusque sur la plage, et c'est le développement exponentiel du tourisme. Et l'Amiaca arrive à ce moment-là et essaye d'accompagner. Alors, on n'a pas lutté contre. Tout à l'heure, vous aviez dit lutter contre. En fait, l'Amiaca ne luttait pas. L'Amiaca encadrait et accompagnait. C'était ça le but. C'est-à-dire, le développement touristique, il existait. Ça, c'était une autre question. C'est une question très politique qui est d'un autre ordre. Il existait, sauf qu'il était en train de détruire le milieu pour lequel il existait. Donc ça devenait un peu compliqué. D'où la question des plans plages, qui avait pour but donc d'encadrer, c'est-à-dire de faire des parkings, alors ça peut paraître bête, hein, faire des parkings, faire des chemins, et surtout replanter la dune, ce qu'on voit ici. Et ça a été beaucoup le boulot de l'ONF, qui est revenu, en fait, apporter sa compétence, la compétence qu'elle a depuis un siècle sur cette dune, un peu plus d'un siècle. Et donc, le travail, là, il y avait un bureau d'études VRD, effectivement, il y avait un paysagiste, et il y avait l'ONF. Et aujourd'hui, si on regarde la photo de 2021, on a pratiquement l'état d'après-plan plage, parce que le plan plage date de 90, où on retrouve les voitures à peu près contenues, mais elles sont toujours là, hein, ça c'est indéniable, la plage aussi à peu près aménagée, et la dune restaurée. Et le plan plage, c'était ça. Donc c'était vraiment travailler avec le site, avec les dynamiques naturelles, pour encadrer et accompagner un développement qui était un développement économique. Le deuxième exemple, qui est Carcan-Plage, c'est le même exemple. Carcan-Plage, je ne sais pas si tout le monde connaît, Carcan-Plage après la guerre. Donc ici, on a le lotissement de Carcan-Plage qui n'existe pratiquement pas. Et on voit que la dune non entretenue est en train de partir dans la forêt. Le développement touristique, avec les voitures partout, et surtout les chemins qui commencent à déstabiliser la dune, puisque tout ça c'est très fragile, et le plan plage, qui organise, qui encadre, et qui recrée finalement la dune originelle, entretenue et gérée. Et ça, c'était intéressant parce que effectivement, ça donnait une autre dimension à la question du projet pour un paysagiste comme moi. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur la question de l'usage. Quelle est la question à la fois de l'usage et du site, et qu'est-ce qu'on doit permettre ou ne pas permettre. Par exemple, les parkings,
il y avait une espèce de réflexion qui disait si les parkings sont pas à l'ombre, ben les gens ils vont accepter d'aller se garer sur le parking, mais s'ils sont près de la plage. Si par contre on fait des parkings à l'ombre, donc les deux cas qu'on a ici sont des parkings qui sont pas à l'ombre, donc près de la dune. Mais par contre, si on fait des parkings à l'ombre, donc ça c'est Carcan aujourd'hui, en 2021, où on voit encore tous les aménagements qui datent du plan plage, de préservation de la dune, de guidage des piétons pour éviter les traversées de dunes. Et donc, je vais revenir sur cette diapo tout à l'heure, si on faisait des parkings à l'ombre, comme à la Cano Nord par exemple, les usagers acceptaient de faire 300 mètres pour aller à la plage. Et donc tout d'un coup, on pouvait faire reculer la voiture du pied de dune pour aller les amener dans un parking qu'a présenté Marguerite, qui sont des parkings sous forêt. Très simple, hein, c'est le parking de la Cano Nord. Pour aménager ce parking, on a coupé 50 arbres, pas plus. Et donc le parking, en gros, s'installe dans un site. On a beaucoup travaillé avec le site. Et comme je le disais sur la diapo tout à l'heure, on faisait du développement durable avant que le mot existe. Les paysagistes font du développement durable depuis 50 ans. Alors, on a inventé le mot, maintenant tout le monde sait ce que c'est. Mais en gros, on travaillait à la désimperméabilisation. Marguerite disait on ne faisait pas des parkings en enrobé, on faisait des parkings en écorce de pin. Aujourd'hui, c'est génial. Il y a 30 ans, on le faisait. On gérait les eaux pluviales. On utilisait la végétation naturelle, Marguerite l'a dit. On se faisait même engueuler par le maire, moi ça m'est arrivé, hein, par le maire des communes qui disait mais pourquoi je paye pour planter des genêts, il y en a plein la forêt. Et on disait mais parce que le genêt ça pousse tout simplement, parce que c'est la plante du lieu qui pousse dans le sable. Et donc on travaillait avec les végétaux du site, et puis on travaillait avec des matériaux locaux, du bois, enfin voilà. Tout ce qu'aujourd'hui, qu'il est bon de faire, finalement, dans les plans plages de la Miaka, on le faisait déjà. Et en ce sens-là, je trouve que c'était une expérience effectivement relativement intéressante, parce que dans les années 80-90, c'était pas l'ambiance générale. On était encore sur la fin des 30 Glorieuses, c'est-à-dire sur la question de l'artificialisation, de la voiture, de la route. Et on construisait encore beaucoup de parkings, etc. Et on faisait encore beaucoup de béton. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu démodé, mais voilà. Et donc, ce que je voulais dire... juste aujourd'hui, oui, j'ai été très court, après le discours de Marguerite, c'est qu'on a inventé une profession, un peu, en partie. Parce que le paysagiste, jusque-là, il n'y avait pas trop cette image-là. Et on a appris à faire des choses, finalement, qui n'avaient jamais été faites. Parce que ce site de la côte aquitaine, il est très particulier, cette dune qui bouge, ce sable qui est omniprésent, cette monoculture de pin, etc. Et en fait, on s'est servi, enfin, la Miaka, et après les paysagistes qui ont travaillé pour la Miaka, se sont servis de ce site pour inventer un nouveau paysage qui aujourd'hui est reconnu, quoi. La côte aquitaine, tout le monde sait à peu près à quoi ça ressemble quand on va à la plage. Ce que je voulais rajouter, c'est que nous, en tant que paysagistes, on a appris à travailler autrement. Moi, je dis, j'ai fait du développement durable sans le savoir. Maintenant, je dirais que c'était simplement une manière d'être dans un site donné. Parce que je venais de Ville Nouvelle, c'est pas du tout comme ça que ça se passait. Et je crois que l'Office, enfin, la chance, c'est qu'il y avait l'Office national des forêts qui gère une bonne partie du littoral, qui a lui-même fait, je dirais, une ouverture, parce qu'ils étaient très très fermés. Vous savez, quand on va sur les chantiers, moi j'allais avec eux, vous avez le grand chef, le képi, puis vous avez le sous-chef avec la casquette, et puis toc toc, c'est très militaire comme organisation. Et à l'époque, ils étaient, comment dire, ils voulaient garder leur territoire. Ça a été difficile de changer des terrains dans certaines zones. Et je dirais, ils ont appris à accueillir le public. Au départ, ce n'était pas leur vocation. Et donc, il y a eu, vous voyez, une osmose qui s'est faite entre, je dirais, des gens qui gèrent la nature, puisqu'ils ont la force de gérer toute cette bande littorale avec ce bourrelet littoral d'une manière douce. D'ailleurs, même au départ de la Miaka, il y a eu des reprofilages de dunes avec des bulldozers. Ils ont laissé tomber parce que c'était pas ça. Là, ils interviennent au coup par coup pour refermer les sifflevents, remettre des branchages sur la dune, etc., etc. Donc, je pense que on a appris beaucoup les uns les autres. Oui, les uns des autres. Absolument. Ouais. C'est plus facile de travailler pour moi, je dirais, enfin, parce qu'on a la même fibre avec les gens de l'Office national des forêts qu'avec les gens de l'équipement, par exemple.
La moitié. Je travaille avec les deux, donc. Je me permets de prendre le micro pour enchaîner. Donc, du coup, l'héritier, c'est moi. Non, tout ça pour dire que on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on retient de la MIACA, qu'est-ce qui reste de la MIACA dans les aménagements actuellement, comment cet état d'esprit perdure. Même sans savoir vraiment, je pense que l'esprit perdure, puisque on a parlé de beaucoup d'éléments, que ce soit autant Jean-Noël que Marguerite, qui ont été mis en œuvre à ce moment-là, l'utilisation de bois, l'utilisation de filières locales, les recherches aussi agronomiques avec l'utilisation de certains éléments, des sédiments sableux qu'on pouvait récupérer pour faire de la végétation, l'utilisation du local. Ça, c'est des éléments qui restent, qui perdurent et qui infusent de manière très très forte dans l'ensemble des administrations que j'ai pu croiser dans mes projets. C'est-à-dire que même s'il n'y a plus ce guide qui était la MIACA, qui pouvait orienter les collectivités diverses et variées, ça reste présent malgré tout, parce que les gens ont compris que ça faisait partie de leur identité et que ça faisait partie des éléments qui faisaient venir les gens dans ces territoires-là et qui faisaient que les gens respectaient aussi ces territoires-là, puisque ces opérations, les parkings sont toujours dans le même état finalement pratiquement que quand ils ont été créés, que on voit les stations ont très très peu bougé finalement dans leur enveloppe. Et ce que nous, jeunes paysagistes, on est amenés à faire maintenant sur ces territoires littoraux, c'est faire perdurer un petit peu ces éléments, travailler sur la réhabilitation un petit peu de ces opérations, puisque le bois a des vertus, certes, mais il a une durée de vie, malheureusement. Même les traverses de chemin de fer qui étaient perclus de produits préservant la qualité du bois, même ces traverses disparaissent à terme et deviennent un petit peu dangereuses à certains moments. Donc j'en profite. 50 ans. Oui, 50 ans. Oui. Bon, après, il y a des opérations où, pas dans le bon sens, si tu veux. J'ai à mon chapitre à moi. Voilà, Maximilien Bougeon, c'est moi. Donc moi, je vais vous parler de deux opérations complètement, deux cas de figure complètement différents qui sont un peu, voilà, dans cette perpétuation, dans cette continuité, on va dire, d'aménagement littoral. Donc ces deux opérations, je vais vous présenter une petite opération d'aménagement qu'on a fait sur Biscarrosse plage, sur le front de mer, et une autre opération sur ensuite un plan plage lacustre, donc plutôt sur la partie intérieure du territoire. Donc c'est le littoral, pas océanique, mais le littoral lacustre, qui a aussi des préoccupations sur lesquelles il y a des préoccupations assez fortes. Donc pour commencer, donc Biscarrosse, là c'est une photo du front de mer avant que l'on puisse, qu'on ait la chance d'intervenir. Donc on voit là, c'est l'ancien casino qu'il y avait ici, avec un énorme parking qui avait été disposé. Donc, on reconnaît un peu la configuration typique de la MIACA, avec notamment un parking qui, dans les premiers temps, prenait place là, notamment à la suite des premiers lotissements sociaux qui apparaissaient, et une grosse zone aussi en front de mer, voilà, avec la voie qui passait initialement le long du bâtiment, sauf que des activités, restauration, etc. se sont développées dans ce bâtiment. Donc du coup, la mairie, à un moment, a dévié le boulevard des Sables pour faire cette espèce de demi-lune, qui est une espèce d'adaptation à tout le mieux moins, je ne sais rien. Donc la première opération, ça a été donc du coup de réaménager cet espace-là, là où il y avait l'ancien casino. Donc, alors ce qu'il faut préciser quand même, c'est que contrairement à ces époques antérieures précitées, ici j'avais affaire qu'à la commune. Voilà, donc il n'y avait pas de guide suprême qui orientait, qui guidait la maîtrise d'ouvrage. Voilà, c'était la commune qui avait décidé de réhabiliter un petit peu son front de mer qui partait un peu en cacahuète, on va dire. Donc du coup, première opération, voilà, virer le parking, générer une grande place avec des nouveaux logements saisonniers, etc. Donc là, l'idée, c'était d'essayer de trouver un premier esprit, voilà. Donc on voit qu'on se protégeait déjà. La situation à Biscarrosse est un peu compliquée. Il y a pas le signal, mais il y a
Les maisons jumelles, c'est pareil, qui sont fortement soumises à l'érosion. Il y a l'hôtel également sur la dune qui est fortement soumise à l'érosion. D'ailleurs, on peut voir qu'entre les deux, voilà, ça c'était juste avant qu'on intervienne. Donc on voit l'état de l'hôtel actuellement et l'état de l'hôtel aujourd'hui, voilà, avec un développement assez conséquent, même si on est en zone particulièrement critique au niveau de la gestion du trait de côte. Bon, bref, c'est un élément, c'est-à-dire qu'autant on peut virer des voitures à un endroit, mais on peut en remettre un petit peu plus proche aussi, d'où le côté intéressant qu'il y avait d'avoir un guide à un moment qui disait non, ça on le fait pas. Bon. Donc, premier aménagement, donc on se met quand même bien en protection par rapport à la dune. Donner la réponse à la question sur la décentralisation. Oui, une partie de la réponse par rapport à la décentralisation, effectivement. Mais bon, après, il y a des contingences économiques et commerciales qui font que des fois les communes ne peuvent résister à l'appât du gain. Donc en tout cas, premier aménagement autour de logements saisonniers, donc avec une place voilà, très clairement identifiée. Donc on s'était un petit peu amusé, pareil, là, sur l'aménagement, avec une spirale. Au début, j'avais imaginé une vague à la Yokuzai un petit peu, qui permettait, depuis Google Earth, d'identifier une zone de surf. Mais la mairie n'a jamais voulu passer le pas, donc on s'est contenté d'une spirale qui permet d'identifier un petit peu, symboliser la houle ou la vague, comme chacun peut l'imaginer. Mais il restait encore cette zone. Donc là, il y a une première opération qu'on a fait en 2008. Et puis, quelques années après, 10 ans exactement, la mairie nous a sollicité pour aménager la deuxième partie de la place de la Demi-Lune. Alors pourquoi l'aménager? Parce qu'actuellement, les restaurants, il n'y avait pas d'accessibilité. Ça a donné directement sur un parking, il y avait les voitures qui venaient squatter à moitié l'espace, c'était difficile à exploiter pour les activités saisonnières de musiciens, etc. Enfin bon, divers et variés. Donc la mairie a souhaité revaloriser et adapter un petit peu cet espace. Donc c'est des aménagements voilà, où on s'éloigne un petit peu du côté naturel que peut adopter le paysagiste, mais on est dans un aménagement qui participe au cadre de vie et qui est dans la politique, en tout cas, de l'accueil saisonnier et touristique, avec toutes les contraintes que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'une commune, pendant l'été, accueille des manèges, accueille des spectacles, accueille des manifestations, donc il faut de l'espace pour tout cela. Donc là, l'idée du projet, c'était bien d'aménager des espaces où la commune pouvait développer son activité touristique. Donc voilà deux images un petit peu avec en haut comment c'était initialement. Donc on voit encore les anciennes traces de la route, les anciens cheminements. On voit les restaurants qui n'avaient pas de terrasse, n'avaient pas d'accessibilité. Donc du coup, des restaurants qui vivotaient un petit peu puisqu'ils ne pouvaient pas accueillir le public qu'il fallait. Et en bas, du coup, l'aménagement qui a été réalisé, donc avec une mise à l'accessibilité. Donc on ne voit pas sur le côté, il y a une grande rampe qui a été aménagée pour l'accessibilité PMR, mais une grande esplanade où du coup la commune peut accueillir ces différentes manifestations. On a mis un espèce de paravent ondulant un petit peu dans le même esprit qui permet de se protéger et en même temps d'isoler des voitures et des stationnements qu'il fallait malgré tout préserver le long de la voirie. Et alors bon, quel est l'héritage de Amiaca là-dessus? L'utilisation des matériaux locaux, parce que les pins, là, tous les aimants sont faits en pin des Landes. Les bancs sont faits en béton mais fabriqués dans le Pays Basque. La dune a été reprofilée également, a été en mauvais état, donc du coup il y a eu utilisation de sable sédimentaire, issu de dragage, amendé, voilà tout ce qu'a pu faire Marguerite Mercier dans la génération de terres cultivables ou en tout cas exploitables. Voilà, c'est des petits éléments voilà, qui ont été utilisés. Utilisation de briques aussi, voilà, qui sont des matériaux un peu nobles, entre guillemets, plus que le béton en tout cas. Oui, sur les matériaux locaux, c'est intéressant. Sur les projets d'Amiaca, il y a eu la réactivation de la production de matériaux locaux, comme la brique de Brache par exemple. Et c'est les architectes locaux qui s'en sont servis. C'était des productions locales moribondes à l'époque, hein, qui ont été remises au goût du jour. C'est pour ça que je rebondissais sur la brique. Là. Qui ont été remises au goût du jour par l'Amiaca dans cette recherche de matériaux locaux, donc toujours de cette idée encore une fois, comme disait Marguerite, du développement durable avant l'heure. Hein.
tout bêtement. Et effectivement, ça peut perdurer dans cette utilisation et cette recherche des matériaux. Et encore une fois, on ne fait pas ça que sur la côte aquitaine et ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que Lamiaka a inventé ça dans les années 80, alors que ce n'était pas du tout l'ambiance. C'est là où c'est remarquable. De recomposer l'architecture, par exemple la rue de Brache, qui était plus typique de cette région, de cette zone-là. Puisque c'est sur Carcan et que la rue de Brache, c'est en chemin. Et le producteur de la rue de Brache et le village de Brache, Après, il y a peut-être des éléments effectivement qui étaient bons dans la décentralisation pour forcer un petit peu l'activation de savoirs locaux et de produits locaux. Là, sur ce projet, très clairement, la brique, elle vient pas du coin. Parce qu'il n'y a plus vraiment de production. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'on est sur des marchés de maîtrise d'œuvre qui sont liés à des entreprises, qui ont des prix, des partenariats, etc. Et sur lesquels, avec l'Europe, il est difficile d'imposer un produit particulier. Donc, c'est vraiment au bon vouloir des entreprises d'utiliser ces matériaux locaux. Mais les bois, par contre, les bois sont des landes. Deuxième exemple, voilà, pour continuer, le lac de Biscarrosse-Parentis, sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Donc vous verrez pas de photos de ce qui est réalisé, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Parce que autant sur le premier projet, je travaillais avec la commune, et je n'avais pas d'instance qui pouvait me guider ou m'orienter dans mes choix d'aménagement, autant là, sur le lac de Parentis, on est dans un cadre un peu particulier de site, avec des préconisations environnementales très fortes, présence d'espèces protégées, de Natura 2000, etc. Et donc là, l'instance supérieure, c'est pas la MIACA, c'est la DIREN et la DREAL. Donc qui ont été, mais qui, du coup, on apprend à en faire des partenaires et à travailler également, puisqu'on peut profiter de leur expérience, et expérience pour partie, pour certains, issue de ce qui a pu être fait dans les précédentes opérations, notamment de la MIACA. Donc, pour nous guider sur nos aménagements. Et de toutes les manières, il y a des contingences légales et législatives et administratives qui fait qu'on ne peut pas passer outre. C'est-à-dire la loi littorale, les 100 mètres littoraux, pas de parking dans les 100 mètres par rapport au bord de rive, la protection des espèces naturelles, ne pas s'implanter dans des zones humides, enfin voilà, tout plein d'éléments qui sont devenus réglementaires et que nous imposent maintenant les instances administratives, DIREN, DREAL. C'est plus Amiaka, c'est le département et la région. Donc là, c'est pareil, c'est un peu une réhabilitation. Il y a eu un précédent plan de plage dans les années 93, et donc du coup, là, la commune souhaitait réinvestir ce paysage lacustre, notamment parce qu'il a une tendance à être pas mal envahi par les automobiles. Donc là, le but du projet, c'était de repousser la voiture au-delà des 100 mètres littoraux, puisqu'il y avait du stationnement sauvage divers et variés, et de réhabiliter les aménagements qui ont été faits, qui, encore une fois, voilà, la traverse de chemin de fer a ses limites, malgré tout, au bout de quelques années. Désimperméabiliser certaines zones de parking qui avaient été faites aussi en béton de sable. Donc, ça s'est désagrégé, ça tient plus, et puis c'est assez perméable et c'est pas difficilement praticable. Et il y avait aussi une idée de continuer un petit peu les aménagements, puisque en fait l'aménagement s'était arrêté quelque part par là. Donc l'idée c'était de continuer un peu, notamment cyclable et quelques aménagements et cadrage des stationnements. Donc petite parenthèse, vous voyez que même sur les lacs, on retrouve un peu cette configuration duale de l'urbanisme, avec le bourg d'un côté et la zone touristique qui est vraiment un peu isolée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un espèce de petite séparation qui tend un petit peu à disparaître quand même, parce que l'urbanisation tend à méchamment gagner vers le lac. Mais il y avait cette idée-là à la base. Donc le lac qui concentre tous les campings et l'activité saisonnière. Donc voilà quelques exemples de ce qui va être fait. Par exemple, là on voit une zone qui était une zone d'embarcadère, un embarcadère, merci. Enfin, un débarcadère plus pour aller poser les bateaux et aller faire de la pêche sur le lac. Donc autant vous dire que là j'ai eu la chance de le photographier vide. Normalement c'est camping-car, bateau, voiture, remorque, etc. Et donc là l'idée, vu qu'on est quand même très très proche du lac et que les instances d'IREN, DREAL nous imposent une de stationnement dans cette zone-là,
Voilà, c'est de bien dégager l'espace, de garder le minimum vital pour que les bateaux puissent faire leur manœuvre pour amener le bateau à l'eau. C'est compliqué ce micro. Pour amener les bateaux à l'eau, mais tout le reste, après, on le cloisonne. Donc on retrouve dans l'idée, voilà, on retrouve les mêmes types d'aménagements finalement que ce qui avait pu être fait déjà il y a quelques années. L'utilisation du bois, de la bande bois, des matériaux relativement poreux, de la revégétalisation, de la reconquête et de l'aménagement de je sais pas quoi, de l'aménagement un petit peu pacifié en tout cas et un peu plus amène et moins envahi par les automobiles. Donc une autre opération, c'est voilà l'état actuel. Donc ça se veut assez modeste aussi hein, comme intervention. L'idée là, c'était de compartimenter un petit peu le stationnement, puisque c'est vrai qu'en période estivale, il y a un mur de voitures continu. L'idée, c'était de pouvoir générer des espaces un petit peu de séparation, d'aménagement. On peut envisager des aires de pique-nique. On est juste à côté du lac. Faciliter, sécuriser les accès aux équipements communaux, qui sont une aire de jeu, ou le centre de voile, ou l'accès plage directement. Donc voilà encore un aménagement assez simple, matériaux on fait avec le site. Là, ça sera, on va déposer un petit peu de terre, on va planter des végétaux, on va utiliser un mélange herbacé qui va bien, mettre quelques mobiliers et toujours encore voilà, on perdure dans le mobilier bois, que ce soit les cadres vélos, les bornes. Les tables, alors c'est pareil, voilà, Jean-Noël disait, dans le temps on s'amusait à créer nos mobiliers, moi aussi je m'amuse à créer mon mobilier, en partenariat avec les différentes maîtrises d'ouvrage. Voilà, d'autres illustrations, donc là ce qui est intéressant, c'est la zone qui est complètement dégagée, en fait pareil, c'est typique la zone envahie par les camping-cars pendant l'été, il s'avère que c'est un EBC. Donc, un des éléments qui a été prescrit, c'est on va essayer de le reboiser, histoire de maintenir en fait cette façade un petit peu végétale là, qui fait un peu filtre, qui ménage quelques petites fenêtres sur le lac, mais pas des grandes ouvertures. Surtout que là, juste à côté, il y a les puits de pétrole de l'entreprise Vermillon quand même. En France, on n'a pas de pétrole, sauf ici, où il y a quelques puits. Voilà, et puis alors dans la continuité d'aménagement, du coup, c'est la continuité de la piste cyclable sur l'ensemble de la fenêtre lacustre pour pouvoir desservir l'ensemble des sites. Donc voilà les deux petits exemples d'héritiers que je vais vous proposer. Merci beaucoup pour ce partage d'expériences. À travers vos différents discours, on a bien pu comprendre que cette Miaka, à la fois, elle a été un laboratoire certainement d'expérimentation. Elle a été, on retiendra, un guide pour ces différents paysagistes en maîtrise d'œuvre. Bon, je reviens sur mon lutter contre, puisqu'effectivement, la lutte contre l'urbanisation anarchique, il y avait le mot anarchique quand même. Donc effectivement, cette Miaka, elle a vraiment eu pour but de maîtriser cette urbanisation. Elle a été un guide, elle a été effectivement, peut-être avant l'heure, elle a exercé le développement durable avant l'heure. Aujourd'hui, qu'en est-il en fait côté pouvoir public, parce que là c'est vrai qu'on a l'exemple avec Maximilien côté maîtrise d'œuvre, mais qui est aujourd'hui le successeur de la Miaka? Je crois bien que nous avons le GIP Littoral qui de mémoire a été créé en 2006. Mais on a la chance dans le public d'avoir des personnes qui sont des représentants du GIP Littoral. Peut-être que je peux leur laisser un petit peu la parole pour comprendre un peu quel héritage finalement le GIP fait de cet aménagement paysager, dans quelles actions il mène et quel est un petit peu sur l'horizon de 10 ans comment peut-être il voit l'aménagement et la préservation de ce littoral. Je vais donner la parole du coup. Alors, Anouk, c'est ça? Je vous laisse vous présenter. Bonjour, on m'entend bien? Oui. Donc, Anouk de Codin, je suis chargée de mission planification au GIP Littoral et je suis accompagnée de mon collègue qui est Thomas Guillou, qui est chargé de mission environnement.
Un petit mot rapide juste pour dire qu'effectivement, depuis la fin de la MIACA, les acteurs du littoral ont souhaité poursuivre les réflexions sur l'aménagement et sur la préservation de l'espace littoral. Et une des résultantes, c'est la création du GIP littoral en 2009, et qui regroupe en fait les membres que sont l'État, la région Nouvelle-Aquitaine, les 4 départements de littoraux, donc Charente-Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques, et les EPCI qui sont compris dans ces départements. C'est une organisation qui a justement été facilitée par cette historique qu'est la MIACA, et donc on est un peu considérés comme les héritiers au sens large de la MIACA. Cette structure, elle a pour objectif d'avoir une réflexion vraiment élargie sur l'aménagement du littoral, en se posant vraiment des questions élargies, que ce soit sur la question de la gestion de l'attractivité, la question de la préservation de l'environnement, la question de la gestion des risques, notamment on parle beaucoup en ce moment du risque érosion. Donc pour ça, le GIP, comme l'a fait un peu à l'image de la MIACA à l'époque, on continue d'accompagner les collectivités dans leurs projets d'aménagement, mais pas que. C'est aussi un outil qui vise à produire de la connaissance, et aussi à organiser le partage, enfin le dialogue et le partage et les retours d'expérience entre les membres. Voilà, non, effectivement, donc on a plusieurs démarches. Je vais peut-être pas les détailler parce que bon, c'est très long, mais voilà, on porte des démarches comme les démarches d'aménagement durable des stations, les démarches d'aménagement durable des plages, d'espaces naturels fréquentés, où effectivement le paysagiste a toute sa place, a un vrai rôle à jouer dans la construction des projets. Voilà. Bien, merci beaucoup Anouk. Vous n'avez pas parlé non plus des plans plages, mais c'est vrai que vous faites... ça, c'est un peu aussi le trait d'union, puisque vu que la MIACA avait lancé les plans plages, le GIP littoral poursuit en fait ce travail d'entretien des plans plages. Donc ça, c'est aussi quelque chose que fait le GIP littoral. Bon, je crois qu'on va clôturer cette conférence en vous remerciant tous d'y avoir participé, d'avoir à nouveau partagé votre expérience. Peut-être qu'il y a des questions dans le public à travers cette écoute. Peut-être que vous avez quelques questions à poser à nos invités. Je vous laisse peut-être... oui. Bonjour, une question par rapport vous avez évoqué tous les aménagements qui ont été faits au début de la MIACA par des paysagistes. J'avais une question sur vos inspirations en fait. Quelles ont été vos inspirations parce que, enfin, rien n'est créé de rien. Est-ce que vous avez eu des paysagistes, des architectes ou d'autres personnes qui vous ont inspiré dans les propositions que vous avez pu faire dans les premières heures de la MIACA en tant que paysagiste? Voilà ma question. Je veux dire, la première fois que je suis intervenue, c'était juste en amont avant que je ne travaille pour la MIACA. J'ai travaillé dans l'équipe de l'UPA3 avec Joseph Belmont quand il a fait si vous voulez, le premier schéma. Parce qu'avant qu'il y ait le schéma global de la MIACA, il y a eu des schémas par unité principale d'aménagement. Et je veux dire que ce que ça m'a... je dirais l'inspiration, elle était qu'à cette époque, comment dire, on se permettait de créer des choses nouvelles. C'est-à-dire qu'on se donnait libre cours à notre créativité. Quand je travaillais dans cette équipe, par exemple, on faisait du brainstorming, et moi j'étais au même titre que les architectes, j'étais toute jeune, hein. J'étais avec des architectes, des sociologues, des gens comme ça. Et on arrivait, par exemple, sur la Cano, notre création, ça avait été de dire, on fait des quadrillages de circulation entre le système dunaire. C'était des téléskis, par exemple. Enfin, des télésièges, vous voyez.
Donc, je dirais, il y avait au départ, il y a eu une ouverture, c'est ce que voulait Biasini, une ouverture dans la création, mais qui était, pour certains, peut-être appuyée sur des exemples ailleurs, mais pour d'autres, non. Et ce site est tellement fort, moi-même, en tant que paysagiste, je ne savais pas quoi dire, parce que vous avez l'océan, la dune, le système dunaire forestier, le lac. À part de faire de la poésie et il n'y avait pas grand-chose à dire, vous voyez. Et donc, les gens qui ont travaillé sur ces zones, ils se sont appuyés sur les études en cours, qui pouvaient être des études notamment du Muséum d'histoire naturelle, pour ce qui était de la diversité du milieu. Mais à part ça, c'était plutôt de la sensibilité, vous voyez. C'était difficile de l'exprimer même, parce que ça paraissait presque tellement banal. D'ailleurs, c'est tout l'aménagement de la côte. Il est totalement lié à cette structure dunaire d'océan et de lac et de l'eau sous-jacente. Je dirais presque sa qualité, elle vient de là, elle vient de la forêt qui fait l'unité. Vous voyez, il n'y a pas eu de grands gestes copiés ailleurs, je pense, ici. Et puis ce qui fait peut-être que ça passe assez bien, c'est parce qu'il y a cette forêt qui gomme un peu tout et qui, à cette époque, on travaillait en se laissant des espaces de respiration. Maintenant, on bourre partout. On enlève, on rétrécit tous les espaces, les coupures qui restent, les coupures vertes, tout ça. À l'époque, on se donnait de l'espace. Et c'est, je pense, ce qui fait la qualité des lieux. Il n'y avait pas de... Je crois que c'est venu... Nous, quand on travaille, les paysagistes, on travaille, on sent les lieux, on a dans notre trip, et à partir de là, quand on a compris les fondements d'un lieu, on peut aller vers le projet. Et je pense que c'est ça qui s'est passé. Juste pour amender un tout petit peu ce qui paraît, alors c'est une vision extérieure, hein, parce que moi j'étais pas du tout dans les mêmes cadres. Ce qui est intéressant et ce qu'avait relevé aussi Jean-Noël, c'est que c'est vraiment l'apparition du métier de paysagiste. C'est-à-dire pour une fois, on regardait face à quoi on était. On était face à un endroit qui était relativement hostile quand même. Je veux dire, c'est pas très évident d'aller aménager sur l'océan, la dune, mais on regardait comment c'était possible d'aménager ça. Et le fait que la MIACA soit basée aussi sur les premières implantations qui avaient eu lieu, c'est-à-dire que le principe du bourg et de l'extension de plage, c'était quelque chose qui était légèrement antérieur à la MIACA. La MIACA n'a fait que accentuer ça, mais en l'accentuant, en gardant bien cette séparation entre la partie touristique, saisonnière, d'activité, et la partie de vie qui était vraiment dans le bourg, qui était légèrement différente de ce qui pouvait se passer pendant l'été, par exemple. Et quand on regardait les plans, on se faisait la réflexion avec Jean-Noël tout à l'heure, quand Marguerite passait les vieux plans, notamment de camping ou d'installation d'opérations particulières, c'est presque abstrait. C'est-à-dire qu'on lit presque la dune dans ces plans, dans les zones qui sont préservées sur les crêtes, d'implantation des chemins dans les endroits les plus propices en fond de dune. Enfin voilà, c'était vraiment de la lecture de paysage pur et dur. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ce territoire, ce socle qui était présenté. Et finalement, le plus grand inspirateur, c'était simplement la nature qui était en place, quoi. Et qui est très contraignante. Parce qu'on a, on est vraiment contraint. On a des sables qui sont totalement pauvres, on a un écosystème, je dirais, forestier et végétal qui est très pauvre, avec des contraintes fortes. On a tout l'ensablement, on a l'érosion, on a l'ensablement, on a les embruns, et puis il fallait connaître, comprendre tout ça. Et d'ailleurs même, vous savez, sur la MIACA, il y a eu je parle pour des ouvrages bien plus importants, par exemple, je crois que c'était sur Osgore, il y a eu un ouvrage en mer qui avait été fait, qui était un signal à l'entrée du port. Et tout ça avait été étudié dans des... Vous savez, il y a des modèles pour étudier toutes les possibilités de courants et autres qui peuvent se produire. On fait ça avec des poussières, des choses comme ça. Tout ça avait été incroyablement étudié. Et bien dans une tempête, flou, ça a été complètement absorbé. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on essayait de comprendre la difficulté des lieux pour faire au mieux. Parce que moi, je peux vous dire qu'il y a plein de nuits où j'ai mal dormi. Hein.
parce que c'était le défi quand même, de travailler avec la nature, mais d'aménager. Vous étiez que des paysagistes à travailler sur la question de l'aménagement? C'est plusieurs professionnels. J'ai pas très bien compris qui est-ce qui composait la MIACA en fait. Et comment, du coup, si vous étiez plusieurs de professions différentes, comment est-ce que vous aviez des points de vue différents et qu'on vous êtes fait entendre Alors justement, cette structure, si vous voulez, il y avait le président qui était en relation, c'est une mission interministérielle. Donc elle était en relation avec tous les ministères et surtout avec le Premier ministre, elle dépendait du Premier ministre. Et donc je dirais toute la partie politique et toute la partie de décisions importantes étaient prises dans des SIAD, qui sont des comités interministériels d'aménagement de territoire. Donc c'était très contraint par en haut. Et après, il y avait en dessous une équipe technique. Donc là, c'est un ingénieur des ponts, c'était M. Morlon qui commandait ça. Il y avait un chargé de mission par département. Et après, il y avait un ingénieur agronome pour tout ce qui était plutôt les milieux naturels et puis les discussions avec l'Office national des forêts. Il y avait un architecte urbaniste qui s'occupait plutôt de l'urbanisme. Et il y avait des administratifs. Et moi, j'étais là, mais j'étais même pas chargée de mission. J'étais la paysagiste. Et donc, je travaillais comme je pouvais avec les autres. Donc après, il fallait que j'arrive à travailler avec l'architecte en chef, si vous voulez bien travailler avec un paysagiste. Et d'ailleurs, il y a des architectes avec lesquels je n'ai absolument pas travaillé. J'ai plutôt travaillé sur l'UPA 3, parce que j'avais travaillé en amont avec Belmont et son équipe. Et puis il y a des architectes à l'époque, je peux vous dire, les paysagistes, qu'est-ce que c'est d'être là, quoi. Et après, il fallait aussi travailler avec le chargé de mission qui faisait sur un département, qui veulent bien vous intégrer dans l'avancement des opérations. Et puis en plus, il fallait aussi travailler avec après, quand c'est l'opérationnel, par exemple dans les ZAC, il y avait un syndicat mixte qui était, si vous voulez, qui était l'aménageur, et après, il y avait encore des promoteurs en dessous, qui s'appelaient des aménageurs. Donc il fallait arriver à s'insérer à tous ces niveaux. Et donc quelquefois, vous étiez avec des gens avec qui vous pouviez faire un gros travail, et d'autres fois, vous ne pouviez pas passer. Donc moi, par exemple, au départ, j'ai eu la chance de travailler en direct avec le secrétaire général sur le parc Pérel. Et il voulait être convaincu, sinon moi je pense que je ne restais pas à la MIACA. Et à partir de là, il m'a soutenu, mais après il y a d'autres directeurs qui sont venus et qui n'étaient pas très ouverts au problème du paysage. Mais le groupe MIACA, c'était combien de personnes à peu près? Je ne sais pas, c'était une quinzaine en tout avec Paris, peut-être. Une personne. Et du coup, ça avait été décidé déjà en amont de vos interventions de préserver le littoral de cette façon-là. C'est-à-dire que soit vous arriviez à discuter en amont avec, par exemple, l'architecte en chef, et il pouvait vous intégrer en amont de l'opération, comme je vous ai montré sur Carcan-au-Buisson, la première opération que je vous ai montrée. Et puis d'autres fois, vous voyez par exemple Aubert qui était dans les Landes, il ne travaillait pas avec des paysagistes, il travaillait quand il avait un projet qu'il fallait faire des plantations, comme à Retsch dans le Pays Basque. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir, Marguerite, si tu n'es pas aussi intervenue en ville, parce que j'ai comme ça des images d'entrée de ville magnifiques, notamment celle d'Arcachon. Et puis, je vois aussi entre Arcachon et la Teste, je vois aussi des choses qui montent et qui descendent par-dessus le chemin de fer. Donc, je voudrais savoir si tu n'as pas aussi fait des choses en ville. Parce que le paysagiste dans les Landes ou sur la bande, là, ça a l'air facile. Mais je trouve que ça a l'air plus difficile quand on insère des gestes en ville et qui restent comme ça pendant 50 ans, qui grandissent et qui nous marquent aujourd'hui encore très fort. Donc, je voudrais savoir, est-ce que c'est la MIACA qui a fait ça ou qu'est-ce que c'est en fait, ces gestes-là comme ça qui coupent un peu la ville d'Arcachon? C'est pas ça dépend. Des fois, j'ai pu intervenir sur des opérations courtes, par exemple avec l'équipement, par exemple s'il y avait une route. Sur l'entrée d'Arcachon, c'était un dessin sur un bord de table avec le directeur des services techniques.
bon, et en ville, après, c'était plus quand il y avait des rénovations de stations anciennes. Et là, je ne suis pas trop intervenue, c'était sur la fin de la MIACA. Mais bon, sur Arcachon, par exemple, toi, tu es intervenu sur le parc Mauresque, parce que c'était dans le cadre du programme de rénovation de la station ancienne. Et puis aussi parce que moi, avec la ville d'Arcachon, comme le parc Péréandre a très bien marché, j'avais une relation un peu privilégiée, et il m'appelait souvent pour me demander des conseils. Une dernière question? Allez. Puis ensuite, on va vous commenter un petit peu par la suite. C'est gentil, ça sera très bref. Donc. Non, simplement pour qu'est-ce que vous pensez tous les trois, avec vos expériences récentes ou anciennes, du problème de l'érosion côtière qu'on a à peine abordé, qui n'était pas un sujet d'actualité, je crois, car ça bougeait. Les dunes qui envahissaient la forêt, le littoral de la côte Aquitaine n'est pas un littoral immuable, loin de là. Hein. Quand on regarde les anciennes cartes sur le Verdon, ça n'a pas arrêté de bouger la presqu'île. Mais aujourd'hui, on a quand même, voilà, ça, ou ça, peu importe. Enfin, en tout cas, on a des tas de problèmes qui sont que toutes ces jolies stations construites sont en train de devenir des presqu'îles, et qu'il y a deux solutions, soit une solution défensive, on fait des boulets, on fait des pérets, on fait des trucs et des machins, on invente des tas de choses en mer pour briser les vagues et tout, ou bien on dit on va faire les stations du 21e siècle un peu en arrière et quand même de grande qualité. Et c'est pas facile parce que les choix à faire par les élus locaux, hein, les gens du GIP littoral en savent quelque chose, sont pas évidents. Comment ils appellent ça, je crois, au GIP, le repli stratégique, c'est encore un peu militaire. Mais un projet de nouvelle station un peu en arrière, tenant compte de la phase actuelle de régression côtière, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais bien répondre parce que vous savez, c'est un problème que je me pose depuis le début. J'ai assisté, alors avant le schéma d'Amiaca, quand j'étais travaillé sur le schéma du PA3, au premier moment où il y avait beaucoup d'animation, il y avait plein d'animateurs autour de Biasini et qui animaient des réunions, des rencontres dans les villes, enfin dans les stations. Et je me souviens, parce que moi j'avais lu un peu les documents du BRGM, parce qu'il y en avait beaucoup d'études sur le littoral. Il y a eu plein de fabulations pour rendre le littoral, comment dire, humainement utilisable par les baigneurs, avec des ouvrages en mer, des choses comme ça. Et alors donc, je trouvais, moi en tant que petite paysagiste, je me disais, ce milieu, il est tellement fort, je ne comprends pas comment on peut rêver comme ça. Et je me souviens d'une réunion où les gens disaient, c'était entre autres les gens du CAIOP, on vaincra l'océan. Mais à coup de millions, parce que quand on voit tous les ouvrages qu'il a dû faire en dur, puisqu'en fait il y a deux théories. Il y a la théorie de l'ONF qui est de faire une dune molle, qu'on protège au fur et à mesure de la régression et des changements de pente et autres. Et puis il y a la théorie des gens maritimes qui font des protections dures et ça érode de part et d'autre. Et ça fait des îles, ça fait de la. Donc moi je vais vous dire, moi j'étais sidérée, je me disais les hommes, ben, c'est essentiellement des hommes, des messieurs. Je me disais vraiment, ils ont un intellect fort pour dépasser la nature à ce point. Vous voyez? Et puis moi, j'essayais quand même de labourer pour faire des choses qui tiennent le coup dans le temps. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire d'ailleurs, même si l'AMIACA a arrêté quand même les constructions sur la dune et dans la Lette, elle en a quand même fait à la Cano sur le front de mer, qu'on devait inventer, mais c'est pas que sur la côte aquitaine, des nouvelles petites villes qui recréent je dirais un style de vie nouveau. Le problème, c'est que si on parle de ça, c'est le bon mot de la fin, je pense. Ça vous dérange pas? C'est vrai que c'est une vaste question, mais à moins que vous ayez. On repart sur une. Juste pour dire, c'est vrai que le trait de côte est un élément prépondérant. Et alors,
étant nouvellement paysagiste conseil de l'État, j'ai pu prendre connaissance des différentes politiques qui étaient à développer au niveau des DREAL et des DIREN en tant que paysagiste conseil de l'État. Et l'érosion et la gestion du trait de côte est une des problématiques majeures avec l'énergie renouvelable. Voilà. Il y a les deux grandes problématiques qui émergent, c'est ça. Et l'occupation du territoire, on va couper. Non mais c'est vrai que la réponse qui est apportée actuellement est un peu légère. C'est-à-dire que pour avoir vu quelques documents d'urbanisme, PLU, etc., avec la gestion du trait de côte, c'est-à-dire qu'on recule, mais un petit peu. On ne repense pas la ville sur les littorales aquitains, très clairement. Alors, c'est vraiment très intéressant ce que vous abordez et ça ferait l'objet d'une conférence en soi. Franchement, nous, c'est un sujet que l'on traite aussi. Il y a l'exemple de Lacano qui est à suivre de près. Est-ce que c'est le bon exemple, justement? Question dans les réponses qui ont été données. Est-ce qu'on se replie ou est-ce qu'on fait une demi-réponse ou une vraie réponse? Donc, ça, à la rigueur, pourquoi pas réfléchir à un autre temps de conférence là-dessus, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc merci Jean-Pierre d'avoir lancé en tout cas l'idée. Mais c'est vrai que c'est sous-jacent quand on parle de la MIACA et maintenant aujourd'hui finalement c'est quoi? Comment on gère ce retrait de la côte? Bon, le mot de la fin me revient donc. Merci pour votre écoute. Merci à nos trois intervenants, à l'école, tous ceux qui participent à la création de ces conférences. Moi, je voulais juste vous inviter à une expo. Alors, il se trouve qu'elle est installée depuis ce matin dans nos locaux. Ça s'appelle Paysage et énergie au pluriel, énergie renouvelable, mais pas que, puisqu'on parle aussi de l'énergie du charbon. Finalement, le thème, c'est sur une série de photos de Patrick Delance, c'est comment les énergies utilisées par l'homme ont impacté et impacteront le paysage. Quelles énergies créent le paysage de demain? Donc, vous pouvez venir quand vous voulez la voir, et je vous conseille même de venir en visite commentée. Vous verrez sur notre site, on propose des dates. Vous pouvez vous inscrire. On a eu ce matin la visite commentée par notre médiatrice. C'est passionnant. C'est associé à un livre qui a été écrit notamment par Bertrand Follia. Cette expo, elle vient de l'école de paysage de Versailles. Voilà, qui a été produite l'année dernière. Et franchement, il y a beaucoup au-delà de la photo, il y a énormément de messages à passer sur les questions du paysage vivant, du paysage qui évolue, comment aborder la question des énergies. Est-ce qu'il faut être figé dans le défensif ou est-ce qu'il faut réfléchir avec un paysage qui va évoluer, qui a déjà évolué par le passé? Voilà, il y a toutes ces questions. Donc vous, étudiants, professionnels du paysage, je vous invite vraiment chaleureusement à venir voir cette expo qui sera jusqu'à fin janvier. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers Léa, chez nous, notre médiatrice, pour qu'elle vous fasse une visite. Et puis, l'heure est d'aller picorer quelques cacahuètes et se rafraîchir dans la serre. Vous verrez cet espace qui a été aménagé. Au départ, c'était un garage automobile, ce bâtiment, avec rampe d'accès, un garage de réparation automobile, et la rampe a été plantée. Voilà, elle a été plantée, agrémentée, et a transformé le lieu. Donc, tous dans la serre. Et merci beaucoup.